Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de mai. Alors, il ne s'agit que d'un bilan livresque. Pourquoi? Parce que j'ai tellement acquis de nouveaux livres ce mois-ci. J'ai lu aussi pas mal de mangas, du coup tout ne rentrait pas dans une seule vidéo mensuelle, c'était juste pas possible, la vidéo aurait duré 2 heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé en 3-4 vidéos. À l'heure où je vous parle, je sais pas encore si ce sera 3 vidéos ou 4. Je pense que ce sera 4 vidéos. Allez, on va partir sur 4 vidéos, on est des oufs. Donc voilà comment ça va se passer. La première semaine, donc cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder, j'espère nombreux. Le update lecture du mois de mai. Ensuite, la deuxième semaine, je diffuserai un book haul sur tous les mangas que j'ai achetés à la librairie spécialisée dans les mangas qui s'appelle Le Renard Doré situé à Paris. Je vous en parlerai plus quand je vous présenterai le book haul. La semaine suivante, je diffuserai une vidéo sur un autre book haul, mais celui-ci qui concernera mes achats livresques et mes acquisitions, service presse ou autres, que j'ai reçu au mois de mai. Et la dernière vidéo qui sera diffusée la dernière semaine de juin, ce sera un unboxing. J'ouvrirai sous vos yeux ébahis la box 1001 livres, une box young adulte que j'adore. Et voilà, du coup 4 vidéos qui seront donc, je l'espère, des petites vidéos. Comme ça, vous aurez des vidéos de moi tout le mois de juin. Hein, il y en aura 4. Donc voilà, enfin 4. 4. J'espère qu'elles vous plairont et j'espère que cette nouvelle organisation vous plaira. Ce sera quand même mieux des petites vidéos de 20 minutes, une demi-heure plutôt qu'une grosse de 2 heures. Hein. Voilà, pour pas vous lasser. Et puis comme ça, il y en aura pour tout le monde. À savoir, les gens qui préfèrent les book hauls pourront regarder que les vidéos book haul. Les gens qui ne s'intéressent que à l'ouverture de la box livresque regarderont que cette vidéo. Et puis ceux qui aiment les updates lecture, vous regarderez les updates lecture. Et puis si vous aimez toutes mes vidéos, sait-on jamais, vous regarderez toutes les vidéos. Donc sauf erreur de ma part, j'ai 10 livres à vous présenter, 3 romans seulement, mais 7 mangas sur lesquels je vais faire un point. Pourquoi autant de mangas? Tout simplement parce que j'ai une bookstagrammeuse qui a voulu me faire découvrir la librairie spécialisée dans le manga qui est Le Renard Doré. Et du coup, elle m'a proposé une sortie livresque là-bas, donc je vous en parlerai plus en temps voulu lors du book haul. Quand vous verrez cette vidéo, je vous en parlerai plus dans le détail à ce moment-là. Et comme j'ai voulu être au point pour cette sortie, pour voir quel manga m'intéressait le plus, vers lesquels j'allais me tourner ou que j'allais vouloir découvrir, je me suis dépêchée de lire tous les mangas qui me restaient dans ma pile à lire et que je ne connaissais absolument pas. Voilà, d'où la lecture des 7 mangas que je vais vous présenter dès maintenant sans perdre de temps. Aujourd'hui, samedi 4 mai, je reviens vers vous pour vous parler de La prunelle de ses yeux d'Ingrid Desjours. Alors ça a été édité par La Bête Noire, mais moi je l'ai lu sur liseuse. Voilà, j'ai pas franchement aimé ma lecture. Donc c'est pas un livre que j'achèterais en format papier pour ma bibliothèque. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que déjà qu'elle est sans surprise. Si je me mets à vous la raconter, il n'y a aucun intérêt à lire le livre. Et puis pour vous parler franchement, je n'ai même pas envie de vous raconter l'histoire parce que ça m'a franchement pas plu. Voilà, ça a été une lecture très moyenne. Les personnages, je les ai trouvés fades et sans saveur, même voire un peu caricaturaux. Déjà, ce premier point ne m'a pas plu. Ensuite, pour ce qui est des dialogues, je les ai trouvés souvent creux et par moments même sans finesse, du genre quoi, vous avez vos règles aujourd'hui?
Et voilà, pas que je sois super féministe dans l'âme, mais ce type de propos machiste, je le supporte pas dans la littérature. Déjà, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Donc voilà, donc les dialogues sont un peu sans finesse, c'est creux. L'histoire m'a pas transcendée et surtout je n'ai eu aucune surprise au niveau de l'intrigue en elle-même. À savoir que le seul point positif que j'avais trouvé à la base, c'est que je le trouvais plutôt prenant comme bouquin. On est ici dans du thriller. Et plus j'ai lu ma lecture, plus je me suis aperçue que toutes les ficelles se voyaient à des kilomètres. À chaque fois que je pensais un truc, ça se réalisait. Donc une lecture sans surprise. Une fois que vous avez compris ça, la dernière partie du récit, j'ai eu du mal à lire, j'ai même failli m'arrêter. Mais comme j'arrivais à la fin du livre, du coup je me suis dit je vais continuer comme ça. Ensuite je pourrais faire un point lecture complet, sans abandon. Mais la fin a été pénible à lire. Voilà, donc personnage sans intérêt, intrigue qui ne m'a pas plu, enfin l'histoire, j'ai pas franchement accroché. Elle met en avant l'autrice un contexte politique actuel. Ça a été survolé. Alors j'ai envie de vous dire heureusement parce que ici nous sommes dans du thriller. À partir de ce moment-là, ce qu'on veut lire en tant que lecteur, c'est du thriller et pas un essai politique. Donc c'est sûr que la difficulté pour un auteur dans ce contexte-là, c'est de bien doser l'histoire par rapport à ça. Donc ici, je n'ai pas de problème avec le fait qu'elle ait survolé l'aspect politique actuel, sauf que le peu qu'elle en ait dit, c'est très cliché. Voilà, donc c'est encore un autre point qui ne m'a pas plu. Et pour le reste, le seul point positif réellement que j'ai trouvé à ce bouquin, c'est le problème enfin, un problème neurologique qui est la cécité de conversion. Je ne savais pas que ça existait et apparemment ça existe bien. C'est une cécité qu'on va avoir du jour au lendemain. On va devenir aveugle en fait. Et alors que tout va bien au niveau de nos yeux, nous n'avons aucun problème physique. Normalement, on devrait voir. Sauf que, à la suite d'un traumatisme, par exemple, notre cerveau va décider que nous ne verrons plus et du coup, nous devenons aveugles du jour au lendemain. Voilà, donc je tiens à souligner quand même que c'est un problème qui est très rare, hein, mais c'est le point positif du bouquin, c'est voilà, mettre ce problème neurologique en avant que je méconnaissais complètement. Ça m'a appris des choses sur ce problème-là et voilà, c'est le seul point positif que je tirais de ce livre que je vais vite oublier en fait. Je reviens vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 mai. Je vous reprends tard tout simplement parce que j'avais fait des points lecture les jours d'avant cette vidéo et ça ne m'a pas convenu. J'ai eu envie de recommencer pour plus m'appliquer. Donc je recommence certains points lecture, donc forcément je me prends tard. Alors je reviens vers vous parce que j'ai terminé le premier tome d'un manga qui est Brad Stories par Kaoru Mori. Alors, ça va parler de... je lis parce que je n'ai pas une bonne mémoire au niveau des prénoms. Alors, ça raconte l'histoire d'Amir qui a 20 ans et qui va épouser Karluk qui est âgée de 12 ans en fait. Elle est 8 ans plus vieille que lui. Ils viennent de deux clans séparés et si vous voulez, c'est un mariage de convenance, on va dire. C'est pour rapprocher les deux clans. Donc on va suivre dans ce premier tome les tribulations de Amir dans sa nouvelle famille, donc aux coutumes et cultures complètement différentes à la sienne. Et ce qui va se passer, c'est que le clan d'Amir vont regretter leur choix, vont regretter de l'avoir marié à Karluk,
puisqu'ils auraient pu faire un meilleur choix en la mariant à un clan autre que le leur, mais beaucoup plus puissant. Et du coup, ben, ils vont aller essayer de la récupérer. Donc dans ce premier volume, il n'y a pas de bataille. C'est assez plat, on va dire, dans le sens où on suit Amir dans son nouveau clan, donc avec des coutumes complètement différentes. Donc au niveau de l'histoire, il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais je vais vous montrer les images parce que tout simplement elles sont juste magnifiques. Voilà, c'est vraiment le manga dans lequel les dessins sont les plus beaux. Alors j'en ai pas découvert beaucoup, mais c'est vraiment un travail remarquable. Les dessins sont d'une finesse et sont vraiment, vraiment dans le détail, quoi. Regardez celui-ci. Enfin, au niveau du costume, de l'habit. Et je crois que le plus beau dessin, c'était la première photo. Regardez déjà ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Et donc, comme je disais, l'histoire de ce premier tome, je la trouve... Bon, l'histoire est très touchante. Par contre, c'est vraiment un manga touchant. Mais bon, j'ai pas trouvé qu'il s'y passait énormément de choses dans ce premier volume. Il n'y a pas de bataille ni rien. Tout le volume, en fait, c'est l'adaptation d'Amir dans son nouveau clan. Voilà, et ce qu'elle y apporte de différent culturellement parlant. Un petit bémol, donc en fait l'histoire, même si elle est un peu fade, elle est quand même touchante, elle m'a quand même un peu plu. Les dessins sont juste magnifiques, enfin ils sont à tomber. Mais juste une petite chose qui m'a déplu, c'est la relation entre Amir et son mari, puisque ben, vous le voyez au niveau du dessin, il a 8 ans de moins qu'elle, donc il a 12 ans, elle en a 20. Et cette histoire d'amour naissante m'a un peu gênée parce que nous avons une culture différente. Et c'est vrai parce qu'il faut savoir un truc que je ne vous ai pas précisé, c'est que c'est un manga avec un contexte historique. Donc apparemment, les clans dont parle le mangaka ont vraiment existé. Là, nous sommes dans ce manga au 19e siècle et il parle vraiment de tribus et de coutumes qui sont véridiques, hein, qui sont historiques, tirées de l'histoire. Et du coup, ben voilà, on a marié Amir, 20 ans, à son mari, qui en a 8 de moins. Donc ici, ce serait perçu comme un détournement de mineur ou même voire de la pédophilie. Là-bas, non, c'est complètement normal. Alors, l'histoire se passe en Asie centrale, voilà, au 19e siècle. C'était les coutumes de l'époque. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, à l'époque, c'était de coutume. Et voilà, dans des petits villages reculés. Bon. Et ce qui serait perçu ici comme de la pédophilie ou du détournement de mineurs, là-bas, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui m'a gênée, c'est cette relation, parce que déjà, le gamin, il a 12 ans, donc du coup, pour moi, ce n'est pas un objet de fantasme. Les hommes dans les mangas sont vraiment super bien dessinés et ils sont vraiment très très beaux. Donc pour nous, lectrices, ça devient un peu des objets de fantasme, même si ce n'est que des dessins. Ça fonctionne et on fantasme complètement l'histoire d'amour. Ici, pour ma part, ça ne fonctionne pas parce que le gamin a 12 ans et psychologiquement, j'ai du mal à m'y faire. À cette différence d'âge aussi importante, voilà, pour moi ce n'est qu'un enfant et du coup cette relation qu'ils ont tous les deux m'indispose un peu pour tout vous dire. Mais c'est un très très bon manga et je vais lire le deuxième tome parce que je pense que ce premier volume présentait surtout les personnages. Voilà, donc je compte bien lire le deuxième volume et je en saurai plus à la fin du deuxième volume, à savoir si je continue cette saga ou pas. Je continue sur ma lancée pour vous parler d'un super manga. Alors celui-ci c'est un coup de cœur, c'est Reine d'Égypte, donc écrit par Shi Inudo. Je précise qu'il s'agit d'une mangaka, c'est au féminin, hein.
C'est une femme qui a dessiné et scénarisé ce manga. Je le souligne parce que je ne savais pas que des mangaka au féminin existaient. Voilà, je pensais que c'était exclusivement réservé aux hommes. Je me suis trompée. Bah, écoutez, pour mon plus grand plaisir, je suis heureuse de le savoir. Donc j'avais tourné la vidéo mensuelle du mois dernier. J'avais lu, je vous indiquais dans cette vidéo que j'avais lu les 2 premiers volumes, mais que j'attendais de lire les 5 volumes que j'avais dans la pile à lire pour vous en parler, parce que je voulais pas que ça fasse doublon. Donc chose faite, puisque j'ai lu les 3 volumes suivants. Et je m'interrogeais le mois dernier sur le fait que ce soit une saga en 5 volumes ou pas, ou s'il y aurait plus de tomes. Donc j'ai ma réponse. Faut savoir que j'ose pas faire de recherche parce que j'ai peur de me faire spoiler, dans le sens où il faut savoir que Reine d'Égypte, comme Brad Stories, a également un contexte historique. Donc du coup, je ne veux pas me faire le spolier, donc je ne fais pas de recherche sur ce manga. Je sais juste que j'ai eu la réponse à ma question, à savoir que cette saga ne s'arrête pas à 5 volumes, il y en a un 6e en cours. Donc je ne sais pas combien il y aura de volumes définitifs, mais en tous les cas, il n'y en a pas 5. Je ne sais pas quand va sortir le 6e volume en France, je sais juste qu'il est en cours d'écriture en version originale. Donc voilà. J'ai l'impression que les sorties quand même sont suffisamment rapides en France, mais bon voilà. En tout cas, d'un côté je suis contente, de l'autre pas, dans le sens où cette saga est complètement addictive, donc je suis contente qu'il y ait plus de 5 volumes. Sauf que avec les mangas ça va très vite, hein. Il peut y avoir je sais pas combien de volumes, ça peut vraiment vite s'élever en nombre et on n'a pas forcément énormément de place dans la bibliothèque pour contenir 50 mangas du même série. Mais bon, on fera avec. En tout cas, c'est diablement addictive. On va suivre dedans la reine Hatshepsut. J'arrive jamais à retenir son nom, hein. Donc c'est la reine Hatshepsut. Voilà, c'est écrit là, au-dessus de mon ongle. Et elle n'a qu'un rêve, cette jeune femme. Elle veut devenir pharaon. Sauf que c'est un statut exclusivement réservé aux hommes, donc elle ne peut pas le devenir. Et donc je vous laisse deviner un peu la suite, à savoir que du coup, ces volumes sont remplis de complots, de fourberies, de trahisons, d'alliances. Un véritable trône de fer à l'égyptienne. Sauf que comme c'est un manga réservé, dont le public est adolescent, c'est forcément moins complexe que le trône de fer et surtout les scènes de sexe sont suggérées. Voilà. Mais ça reste terriblement addictif. J'adore cette reine que je trouve vraiment... j'adore la personnalité, elle a une très forte personnalité, un très fort caractère, elle est combative, elle est courageuse, elle est féministe, en sachant que c'est pas du tout un féminisme qui est dans le rabaissement de l'homme, loin de là. Les hommes ont tout à fait leur place à égalité avec les femmes et je trouve ça bien. Je ne supporte pas le féminisme qui dénigre l'homme, voilà. N'étant pas moi-même spécialement féministe, mais j'aime les femmes indépendantes. Donc voilà pour l'histoire et je vous montre quelques dessins. Alors j'adore les dessins, je les trouve super beaux, mais il faut savoir qu'ils sont quand même un chouïa moins beaux et moins précis que dans Brad Story. Voilà. Brad Stories était quand même plus dans la finesse et plus dans le détail, mais ils sont quand même très sympas. J'essaye de vous trouver des dessins pour que vous vous rendiez compte quand même de la qualité. Voilà. Donc un manga que je conseille à tous les amateurs du genre. Petite précision, l'autrice, la mangaka, voilà, appelons ça comme ça puisque c'est le vrai terme, aurait un peu dénaturé le contexte historique. Voilà, ce serait légèrement éloigné.
Chose que je préfère vous le préciser, mais je ne l'ai pas vérifié parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai peur d'être spoliée. Du coup, je ne fais aucune vérification, mais je tenais quand même à vous le préciser. Je reviens vers vous aujourd'hui, dimanche 25 mai, pour vous parler de Ranak de Momalo, édité par les éditions Point. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point de l'année 2019, dont je fais partie des jurys. Voilà. J'ai reçu cette bonne nouvelle le mois dernier, donc voilà, j'avais donné ma candidature, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, et ma candidature a été retenue, donc j'en suis très heureuse. Et ce livre fait partie donc de cette sélection de 10 livres que je vais recevoir tout au long de l'année. Donc début mai, j'ai reçu les 3 premiers bouquins, et ensuite j'en recevrai 2 par mois, sauf en juillet-août où je ne recevrai aucun livre. Donc c'est le premier livre que j'ai lu de cette sélection. On va suivre Ranak, qui est un flic danois d'origine inuite, qui va partir au Groenland pour essayer d'élucider la seule affaire criminelle qui s'est passée dans ce pays depuis des décennies, à savoir le meurtre de 4 ouvriers de plateformes pétrolières qui auraient été tués par un ours polaire. Si vous êtes comme moi, si vous avez un petit problème de mémorisation des noms dans les livres, concentrez-vous bien parce que là, ça va être un enchaînement de prénoms nordiques. Donc déjà, si vous avez du mal à retenir les prénoms français, ça va pas être chose facile que de retenir des prénoms nordiques dont vous n'avez jamais entendu parler. Et concentrez-vous bien parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce livre, parce qu'il faut savoir que l'intrigue est parfaitement maîtrisée, que certains aspects du dénouement sont même assez bluffants, en tout cas moi m'ont un peu bluffé. Voilà, et en plus, sachant que le thème n'était pas un thème de prédilection pour moi, parce que les intrigues politiques, on va dire, c'est pas trop ma tasse de thé. Et du coup, j'ai quand même été embarquée dans ce bouquin. Alors d'une manière très lente, parce que le récit est très lent, il y a certaines longueurs, mais c'est passionnant. Parce que vous êtes complètement immergé dans le Groenland, dans les us et coutumes des Inuits. Vous apprenez plein de choses là-dessus. Et c'est décrit de telle manière que franchement vous êtes complètement transporté dans ce Groenland et vous en oubliez presque que ce livre a été écrit par un Français. Alors on peut ne pas apprécier le fait qu'un livre nordique soit écrit par un Français parce qu'en fait ça ne plaît pas forcément, dans le sens où certains vont vous dire que les livres policiers nordiques sont très populaires, et vous avez des auteurs français qui vont surfer sur la vague du succès pour écrire des livres nordiques, mais alors qu'ils ne sont pas danois, qu'ils ne sont pas groenlandais, ils sont juste français, quoi. Donc moi je tiens quand même à relever l'exploit qu'a fait l'auteur, à savoir de nous faire complètement oublier que ce livre a été écrit par un Français. Franchement, vous ne sauriez pas l'origine de l'auteur, en sachant que Momalo, c'est pas français comme nom et prénom. Donc si vous ne saviez pas d'avance que ce livre a été écrit par un Français, franchement, vous auriez été persuadé que ce livre a été écrit par un Danois. Voilà. Et bravo à l'auteur pour ça, c'est bluffant. Donc ce livre représente pour moi un dépaysement total, parce que c'est très réaliste, voilà, au niveau des descriptifs, des paysages, des us et coutumes des Inuits, des ours polaires. Enfin, c'est un dépaysement vraiment total. Parfaite maîtrise de la construction du récit, sachant que le récit est assez alambiqué, donc là aussi pour moi ça relève un peu de l'exploit. Voilà, fallait pouvoir tenir le rythme et fallait pouvoir rester cohérent tout le long, ce qu'a réussi à faire l'auteur. Cependant, voilà, il y a aussi une autre chose dont je voulais vous parler, c'est au niveau du personnage de Rana, qui est le flic. Il est sympathique, mais je l'ai trouvé
vraiment fade et sans saveur. Il est assez conforme à la description type qu'on peut faire d'un flic dans un livre policier. Donc là-dessus, il n'y a eu aucune originalité. Voilà, mais c'est pas grave parce que moi personnellement, dans un livre policier, ce que je recherche en priorité, c'est vraiment la construction de l'intrigue, le dénouement, et franchement, la description psychologique des persos passe vraiment au second plan pour moi. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, ça passe vraiment au second plan. Donc pour moi, ça aura vraiment été une très bonne lecture, mais ça n'aurait pas été un coup de cœur à cause des longueurs. Voilà. Mais sinon, vraiment une très bonne lecture de par son aspect culturel, l'apport culturel du livre, mais également la maîtrise du récit. Aujourd'hui, jeudi 30 mai, je reviens vers vous pour vous parler du Fil d'argent de Rebecca Greenberg aux éditions Terra Nova. Donc tout d'abord, merci à l'autrice d'avoir bien voulu m'envoyer son livre. On va suivre dans ce bouquin Tom qui, à la suite d'un grave accident, va se retrouver dans le coma pendant plusieurs mois. À son réveil, il va vite s'apercevoir qu'il a un pouvoir, celui de pouvoir se transporter dans le passé. Donc on parle ici de voyage astral. Et au fur et à mesure du temps, il va toujours se transporter au même endroit, à savoir pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, où il va suivre un certain Simon, un juif qui fuit le nazisme. Et donc forcément, à force d'aller toujours dans le passé, à la même époque, forcément à un moment donné, il va se dire qu'il y a forcément un lien entre ce passé-là, Simon, et lui-même, et sa propre vie. Mais quel lien y a-t-il entre les deux? Haha, mystère. Donc c'est ce que nous apprenons au fur et à mesure de notre lecture. Alors j'ai trouvé ce livre assez déroutant. Alors déjà, vous l'aurez compris, nous sommes dans un thriller historico-ésotérique. Voilà. Alors je sais pas si là je suis pas en train d'inventer un terme, mais enfin bon, bref, c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc mélange de thriller, mélange d'histoire, d'ésotérisme. Et ce qui est assez déroutant dans ce livre, c'est que c'est la double temporalité, parce qu'en fait, certains chapitres, vous allez vous retrouver dans le présent avec Tom, qui a ce pouvoir, donc dans un contexte assez fantastique et paranormal. Et le chapitre d'après, on va être transporté dans le passé, dans les années 40, dans la Seconde Guerre mondiale. On va suivre Simon. Et ça va être complètement réaliste. L'ésotérisme, le paranormal n'aura pas sa place ici. Et c'est ça qui est assez déroutant en fait, de passer d'un genre à l'autre. En sachant que j'ai une préférence pour les chapitres où on va suivre Simon, parce que la Seconde Guerre mondiale est un pan de l'histoire qui m'intéresse particulièrement. Surtout qu'ici, c'est vraiment la délation et la résistance qui vont être mises en avant par l'autrice. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve qu'elle a fait un travail de recherche assez remarquable. C'est précis, c'est sans être chiant. Et je trouve ça, c'est super intéressant. Alors, je dirais en conclusion que c'est un très bon roman. Déjà, c'est pas mal écrit. La construction est bien faite. Et j'ai été portée complètement par l'histoire parce que comme vous le savez, moi j'adore les thrillers et en plus s'il y a des passages sur la Seconde Guerre mondiale à l'intérieur, là je suis complètement conquise. Donc je dirais que c'est un livre qui est destiné à tout un panel de lecteurs. Bien évidemment les amateurs de thriller, les amateurs de paranormal, les amateurs d'histoire, les amateurs de ces trois catégories, les amateurs aussi des gens qui lisent énormément de thrillers et qui aiment parfois aussi se détacher de leur zone de confort pour découvrir un autre type de lecture. C'est, comme je l'ai dit, c'est pas mal écrit, c'est bien construit. Puis ce travail de recherche sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la résistance et la délation, est vraiment important et c'est vraiment bien documenté. Donc bravo à l'autrice pour ce travail. Et franchement, ça a été vraiment une très bonne lecture que je conseille à tous les amateurs du genre, de thriller. J'embraye maintenant sur la présentation de deux mangas.
Alors, on commence par le premier qui est Arte de Kei Okubo. J'ai lu le premier volume. On est à Florence au début du XVIe siècle, donc à l'époque de la Renaissance, et on va suivre Arte qui est une jeune femme qui n'a qu'une ambition dans la vie, devenir artiste peintre. C'est plus qu'une ambition, c'est sa vie, elle est passionnée par ça, il n'y a que le dessin qui puisse la rendre heureuse. Sauf que pour pouvoir devenir artiste peintre, même si elle a quand même du talent, il va lui falloir trouver un artisan, un artiste peintre professionnel qui veuille bien la prendre sous son aile comme apprenti afin de pouvoir lui apprendre le métier. Sauf que ce n'est pas chose aisée à une époque où la misogynie est très très importante et où l'on considère la place de la femme qu'aux côtés d'un homme en tant que femme et en tant qu'épouse. Et voilà, il faut qu'elle fasse un beau mariage. C'est l'ambition de la femme à cette époque. Il est juste inenvisageable qu'elle puisse travailler. Sauf que Arte, le mariage ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment réaliser son rêve. Elle a la rage de devenir artiste peintre. Et elle va tout faire pour trouver un artiste peintre qui veuille bien la prendre comme apprenti. Et elle va réussir. Elle va en trouver un qui veut bien, qui n'est pas forcément macho et qui veut bien la prendre en tant qu'apprenti. Donc voilà, va commencer pour elle une nouvelle vie où elle va tout plaquer, en sachant qu'elle est issue d'une famille à la base aristocrate. Donc c'est pas n'importe qui et elle va avoir le courage de tout plaquer pour vivre sa passion. Parce en se mariant, elle va être malheureuse. J'ai beaucoup aimé ce manga, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la personnalité d'Arte, j'adore ces profils de femmes fortes, indépendantes, courageuses. Je n'ai qu'admiration pour ce type de personnes. Bon là en l'occurrence un personnage. Les dessins sont pas mal, ils sont plutôt jolis, hein, regardez. Bon, j'en ai vu de plus beaux. J'ai préféré les dessins de Brad Stories ainsi que de la Reine d'Égypte, qui étaient beaucoup plus fins et dans le détail, mais ceux-là, ma foi, sont pas mal non plus. Je vais vous montrer. Alors par contre, les persos, ils manquent de sex appeal. Ils sont pas moches, mais bon, c'est pas waouh non plus. Hein. Ce sont pas des objets de fantasme. En même temps, c'est peut-être plus réaliste. Voilà, l'artiste peintre, il n'est pas non plus... bon, on va dire que c'est un brin ténébreux, mais physiquement, il ne vend pas forcément du rêve, en tout cas pas à moi. Donc les dessins, j'en ai vu des mieux, mais ma foi, ils sont quand même pas mal, aussi, hein, ça se laisse bien regarder. Mais j'ai surtout aimé l'histoire, et qui est plutôt prenante. Donc c'est une saga que je vais continuer. Voilà. Je veux savoir ce que va devenir Arte, en sachant que j'ai bien aimé le contexte sociétal de ce manga. Voilà, parce que évidemment, ça décrit la place de la femme en ce début du XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance. Et c'est toujours instructif, hein, ça apporte toujours de la culture. Donc c'est vraiment ça j'ai aimé. Voilà, donc l'histoire, tout. Les dessins un peu moins comme je vous l'ai dit, mais bon, ils sont pas mal quand même. Donc je vais me procurer le deuxième volume, je sais pas quand parce que là j'ai plein de mangas à lire. Mais ouais, je vais continuer la série parce que on peut dire que j'aime pas mal, ouais. On continue avec un autre manga. Alors celui-ci c'est un petit coup de cœur, j'aurais pas imaginé. Je l'ai lu en me disant qu'il ne me plairait pas. C'est Magus of the Library, alors avec mon superbe accent anglais, de Mitsu Izumi. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment. Le deuxième volume sort le 6 juin et je vais me l'acheter bien évidemment parce que c'est un coup de cœur comme je vous l'ai dit. Je n'aurais pas pensé que ça puisse être un coup de cœur, je vous explique pourquoi. C'est de la fantasy et la fantasy je suis pas forcément fan. Bon, je lis des romans de fantasy, ça m'arrive mais très peu.
C'est pas mon domaine de prédilection et encore moins pour les mangas, mais j'ai quand même voulu laisser une chance à celui-ci parce que les avis étaient dithyrambiques. Regardez-moi ça, cette lumière sur les dessins sont trop beaux, hein. Ils sont vraiment vraiment très très jolis, à la hauteur de Reine d'Égypte ou de... ouais, peut-être un petit cran en dessous de Brad Stories, mais ils sont vraiment vraiment super jolis, j'adore. On va suivre Shio, qui est un petit garçon aux oreilles pointues. Il est issu des quartiers pauvres et il est passionné par les livres. Donc, vous l'aurez compris, ce manga va parler de livres. C'est ce qui fait aussi que j'ai eu un coup de cœur pour lui. Parce que quand ça parle de livres, forcément, ça touche les passionnés de livres. Regardez-moi ça, ce dessin. Bon. Et donc, ce passionné de livres, il aimerait emprunter des livres à la bibliothèque de sa ville, sauf qu'on lui refuse l'entrée à cause d'un gros préjugé. Il est victime de discrimination parce que voilà, le gérant de la bibliothèque part du principe que, étant issu des quartiers pauvres, il va forcément voler le livre emprunté ou le détériorer. Enfin, je vous passe tous les clichés qu'on peut avoir là-dessus. Et il est bien malheureux parce qu'il n'a qu'une ambition, c'est de lire des livres. Alors lui, son rêve, du coup, c'est d'aller rejoindre la capitale des livres, où se trouve la bibliothèque centrale, où sont réunies toutes les connaissances du monde. Jusqu'au jour où, dans sa ville, eh ben, il va voir arriver des envoyés de cette bibliothèque centrale. Alors qu'ils ne viennent pas forcément pour lui, hein, mais elles viennent voilà, pour véhiculer le savoir, pour faire en sorte que les gens se penchent sur les livres, aient envie de lire, etc. Et du coup, il va aller à leur rencontre. J'aime vraiment beaucoup les dessins. C'est un manga qui est très touchant. Le petit Shio est vraiment émouvant et m'a fait vraiment avoir les larmes aux yeux. Je ne pensais pas que je pourrais avoir les larmes aux yeux en lisant un manga. Mais vraiment, c'est très très émouvant. J'ai adoré que ça parle de livres, et bien évidemment. Mais j'ai surtout aimé la morale de l'histoire, les petits messages, plein de sagesse. Ça nous apprend vraiment... enfin, le contexte, bien évidemment, c'est de la fantaisie, donc le contexte n'est pas forcément historique, mais ça nous instruit. Humainement parlant, ça nous instruit. Puis ça nous apprend des choses sur la conservation des livres également. Donc vous voyez, hein, les dessins sont ici magnifiques. Donc le 6 juin, je vais acheter le deuxième volume, hein, parce qu'il faut à tout prix que je connaisse la suite. Et donc carton plein pour ce manga qui, chose surprenante, est un coup de cœur pour moi. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.